Bien, donc chapitre 2 que je mets dans l'algorithmique parce que je ne sais pas trop où le mettre par ailleurs. Tracé de graphique. Voilà. Donc je fais juste ça pour l'instant. Je vous donnerai une fiche avec d'autres choses sur les importations. Mais pour l'instant, je veux juste que vous sachiez tracer de façon très basique des graphes. D'accord. Vraiment la syntaxe minimale. C'est des choses que vous devez savoir quoi qu'il arrive. On en a déjà parlé la semaine dernière un tout petit peu avec la méthode de l'air. Vous allez devoir faire ça intégralement de A à Z pour votre compte-rendu de TP, du TP de mardi et du TP de la semaine prochaine, donc qui sera pour le DM à rendre pour dans 10 jours, quoi. D'accord. Donc c'est maintenant que ça se passe. Donc si vous vous souvenez, on avait parlé de la méthode de l'air en TIPE la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ça dépend des gens. Et donc je vous avais dit que le but du jeu c'était de tracer la solution. D'accord. Donc pour l'instant, je ne peux pas finir ce cours sans vous expliquer comment on fait pour tracer un graphique, et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, l'idée de la chose suivante, l'idée de l'utilisation de Python en classe préparatoire et le fait que Python est, depuis une dizaine d'années maintenant, un des langages les plus utilisés, en dehors de l'éducation nationale aussi, pour une fois que ça marche, c'est bien, d'accord. C'est parce qu'en fait, Python a une communauté extrêmement active, et en fait, Python regorge de bibliothèques, de choses comme ça, qui sont déjà faites. Donc vous n'avez pas du tout à savoir tracer des graphiques from scratch, d'accord, point par point. Vous avez en fait une bibliothèque qui fait ça toute seule, d'accord. Donc en fait, il n'y a pas de 1, c'est vraiment un chapitre forme de flow, quoi, d'accord. Donc la bibliothèque la plus utilisée, alors il y en a d'autres, hein, mais la plus utilisée pour tracer des graphiques est le sous-module. Alors ce sous-module, il porte un nom, il s'appelle PyPlot. D'accord. Voilà, PyPlot de la bibliothèque qui est beaucoup plus large. Et cette bibliothèque s'appelle Matplotlib. Il n'y a pas de H là, juste pour information. D'accord. C'est comme ça. Je pense que, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est parce que c'est matrice et pas mathématique. Voilà. Donc on n'a pas encore vu ensemble comment on faisait les importations. Vous en avez déjà croisé, en particulier vous vous souvenez qu'il y avait from random import rendint par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez comme ça. D'accord. Alors en fait, donc la nomenclature, c'est la chose suivante. Donc on va faire exactement la même chose. On va faire from matplotlib import pyplot. D'accord. Mais ce ne sera pas tout à fait terminé. Ceci se fait usuellement via la ligne. Et en général, vous la mettez toujours en début de programme. D'accord. Tout au début des importations, ça se fait. En fait, en gros, dans la structuration d'un programme, vous faites les importations, les définitions et votre programme à la fin. D'accord. Donc, au début, tout au début. Et la ligne est la suivante. Donc, from matplotlib import pyplot. Alors, le problème, c'est que si vous faites ça, et ça c'est un énorme problème en Python, l'intégralité des objets qui sont à l'intérieur de pyplot vont s'importer avec leur nom propre. Il s'avère que quand vous importez des bibliothèques aussi massives, vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dedans. Là, quand vous importez pyplot, vous importez littéralement des centaines, voire des milliers de fonctions, et vous importez en même temps des dizaines de variables. Donc si vous avez un coup de pas de bol, et que dans votre programme, vous avez une fonction qui porte le même nom qu'une des fonctions qu'il y a là-dedans, elle va être écrasée. Ou alors vous allez écraser une des fonctions qu'il y a là-dedans avec une fonction de votre programme, ça dépend dans quel sens et dans quel ordre vous faites les définitions. Ça, c'est un énorme problème des importations, ce qui fait que, donc, l'idée, importer ça signifie que vous prenez la bibliothèque pyplot et vous renversez tous les bouquins par terre. C'est ça que ça veut dire. D'accord.
Donc cette méthode-là est une méthode qui est en général fortement découragée à cause de ça, à cause des conflits de noms. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de prendre la bibliothèque et la renverser par terre, on va prendre la bibliothèque et on va la poser, d'accord? Et on va lui donner un petit nom. D'accord? As PLT. Donc l'idée est la chose suivante. Le PLT, je vous le donne parce que c'est comme ça que la communauté Python appelle Pyplot en abrégé. D'accord? On va avoir plusieurs. Random, ça sera souvent appelé RD. NumPy, ce sera souvent appelé NP. D'accord? L'idée est relativement simple, c'est d'éviter d'avoir à se taper le nom Pyplot à chaque fois. On est au clair là-dessus, c'est bon? Donc l'idée est la chose suivante. Donc voilà. Donc ça, c'est la nomenclature que vous trouverez partout. Alors une fois que vous avez fait ça, c'est pas très compliqué. Il s'avère donc que toute fonction à l'intérieur de Pyplot sera appelé de la façon suivante, même tout objet à l'intérieur de Pyplot sera alors appelé par, et là vous allez avoir un truc un peu comme ça, donc la nomenclature, non, ouais, ça me semble très mauvaise idée de faire. Ouais, je vais faire, voilà. Donc en fait vous mettez PLT, d'accord, point, et puis là vous mettez le nom de votre objet, d'accord. Donc ça c'est le nom de la fonction. Voilà l'idée. Donc en gros vous dites je prends la fonction, ça, cette nomenclature là, c'est une fonction que vous connaissez déjà avec le point, avec append, d'accord. Donc en gros ce que vous dites quand vous faites list.append, c'est je vais chercher la fonction append qui appartient à la bibliothèque, à l'objet list, d'accord. Ici vous allez faire la même chose, c'est-à-dire vous utilisez la fonction qui appartient à la bibliothèque PLT. Ok. Gros avantage avec ça, c'est qu'en fait toutes les fonctions qui sont dans Pyplot restent à l'intérieur de Pyplot, vont pas baver à l'extérieur et vous n'allez pas avoir de conflit de nom. D'accord? En particulier, si vous avez par exemple, je sais pas, une variable qui s'appelle A dans Pyplot, et ben ça sera plt.a, ce ne sera pas A comme dans votre programme. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est extrêmement important à voir. Vous pouvez la prendre par cœur, celle-là, parce que vous allez la taper tellement souvent, surtout en simulation numérique. Ça sera la première ligne de quasiment tous vos programmes. D'accord? On est au clair là-dessus? Donc, petite remarque. Au programme textuellement, vous n'avez aucune bibliothèque à connaître. Autrement dit, le contenu des bibliothèques n'est pas à savoir. Personnellement, je considère que random, rendint, les quelques objets de NumPy qu'on verra un tout petit peu plus tard dans l'année, et les quelques fonctions de base de Matplotlib sont à savoir. D'autant que vous avez en particulier la représentation en histogramme à savoir, et que la représentation en histogramme, ça viendra avec Matplotlib. Pour l'instant, je ne vais pas en parler, mais là, on va faire des choses vraiment très basiques. Mais voilà, donc pour moi, il y a quelques trucs. Au moins, il faut que vous ayez croisé, que vous ne découvriez pas ça lorsque vous tombez sur un sujet de concours où il y a des choses à tracer. On est au clair là-dessus? C'est bon? Voilà. Alors, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va regarder un peu le principe. Donc, les fonctions qu'on va utiliser aujourd'hui, va y en avoir deux, en fait. Et je vais vous en donner une troisième, qui est extrêmement pratique d'un point de vue programme. D'ailleurs, il faut juste que je retrouve la nomenclature, parce que j'ai toujours des doutes dans ces histoires-là, mais non, je suis sûr de ça. Je regarde quand même. J'ai juste un doute, j'ouvre ça, comme ça sera fait. On est parti. Alors, je vous ai déjà expliqué comment, en fait, voilà, je l'ai. Comment on fait pour tracer un graphique, d'accord? Je vous le réécris ici. De manière générale, un graphique en informatique, ce n'est pas le tracé d'une courbe continue, mais le tracé, en fait, d'un ensemble de points. Ces points étant suffisamment proches pour que vous ayez l'impression de tracer une courbe. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Donc de manière générale, tracer une courbe revient à tracer n points de coordonnées, et bien en fait, x0, y0 jusqu'à en fait x indice n-1, y indice n-1. On est d'accord là-dessus? Voilà.
correspondant en fait à des points resserrés de la courbe. S'ils sont assez proches, pour vos yeux, vous aurez l'impression d'avoir tracé une courbe. D'accord ? Alors ça, c'est ce qui se passe quoi qu'il arrive. Hein. De toute façon, je vous rappelle que n'importe quel écran d'ordinateur ne vous trace que des points. Vous êtes au courant de ça quand même ? Enfin, une télé, machin, tout ça, c'est que des points. D'accord ? Il n'y a rien de continu dans cette histoire. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe ? C'est à moi que tu poses la question. Coordonnées. Corde, à un moment donné, à votre âge, corde, vous savez ce que c'est quoi. C'est un haut. Coordonnées. D'accord ? On est au clair là-dessus ? D'accord ? Oui. Correspondant à des points réservés. Resserré. D'accord ? Voilà. Donc, bien entendu, alors, en général, n est à peu près égal à 1000. Moi, je trouve que ça suffit pour faire une courbe, pour faire l'illusion du continu sur un graphique. D'accord ? Prenez 1000 points, vous êtes bien. On est d'accord que sur un écran, 1000 points... Bon, après, bien sûr, si vous décidez de projeter ça sur une télé de 3 mètres de large, il va falloir peut-être faire un petit effort. Mais si vous êtes sur un écran d'ordinateur standard, 1000 points, ça suffit amplement. Oui. Ton échelle, c'est ton écran d'ordinateur. Après, là, je parle juste du fait que ta perception oculaire, elle est telle que si tu mets 1000 points, tu vas pas vraiment faire la différence entre les deux. Je rappelle que sur un écran d'ordinateur standard, d'accord, le nombre de pixels en largeur, c'est 1980. Donc là, ça veut dire que vous avez un pixel sur deux qui est rempli quand même. Donc c'est pas, ça va quoi, c'est propre. On est d'accord ? Voilà. Alors bien sûr, effectivement, si vous allez au cinéma et que vous décidez de faire ça, ça va être dégueulasse. Hein, parce que là, vous allez voir les trous, mais vous n'allez pas faire du Python au cinéma, quoi, je suppose. Enfin, voilà. J'ai pas sur détruit. D'accord, voilà. Ok. Alors, la nomenclature est alors la suivante, d'accord ? C'est pas très compliqué. Il y a juste un détail à pas oublier, qui est la suivante. Donc, alors, la nomenclature est la suivante. Alors, premier point qui est extrêmement important parce que c'est bizarre quand on n'a pas l'habitude. En fait, on ne fournit pas à Python cette liste-là. En fait, on fournit à Python la liste des valeurs de x, la liste des valeurs de y, et ces deux listes doivent avoir la même taille. Et ensuite, il va prendre les points comme ça, un par un, c'est-à-dire qu'il va prendre le premier point x et le premier point y, il va dire ça c'est mon premier point, le premier point y, voilà, etc., etc. Donc ça c'est bizarre parce que d'un point de vue strictement mathématique, c'est plutôt ça qu'on aurait tendance à fournir. Il y a des raisons pour lesquelles on fait ça. C'est qu'en général, en Python, vous connaissez déjà la liste des valeurs de x et vous calculez a posteriori la liste des valeurs de y. Donc souvent, il y a une raison de fond, mais au départ, c'est pas habituel. Donc on fournit à Python deux listes. L'une contenant les xi, l'autre les yi. Donc ces deux-là, je vais leur donner... en général, moi je les appelle de façon quasiment systématique liste x et liste y. Parce que liste x et liste y. Si vous avez plusieurs y, vous les appelez liste y1, liste y2, etc. Oui. Et du coup, ça veut dire en fait, on a à chaque fois des points. Enfin, par exemple, les valeurs de x et les valeurs de y qui va être du coup c'est ça, qui va être... de x par la fonction, quoi. Exact. Et du coup, en fait, à chaque fois, on va faire... C'est Python qui va faire le boulot. En fait, lui, il va scanner les deux listes en même temps. Il va dire, bah, je prends l'élément 0 de l'une, l'élément 0 de l'autre, ça, je suis content. En gros, ce que va faire Python, c'est que il va scanner l'axe des abscisses, il va se dire, je me mets en x0, et boum, je me monte à la valeur de y0 que tu as fourni. Ensuite, je me mets en x1, et boum, je monte à y1. Voilà, c'est ça qu'il fait, en fait. Et il fait ça tout seul. Voilà. Ouais. Si vous voulez faire en 3 dimensions plutôt qu'en 2. Alors, stop. 2 dimensions, une courbe simple, d'accord. Aujourd'hui, c'est 2 dimensions, échelle linéaire. Voilà, d'accord. Pas d'histogramme, pas de conneries, pas d'échelle logarithmique, pas de 3D, pas d'animation, pas de machin, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, déjà, on apprend à tracer la fonction qui est x aussi x carré. On est content. Voilà. D'accord. Sinon, oui, tout est possible. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse d'aller plus loin, le module Matplotlib ou le module PyPlot est un module monstrueusement rempli. Vous pouvez littéralement tout faire avec ça. La documentation sur Internet est dégueulasse. C'est des pages et des pages, mais c'est des pages de 20 écrans à chaque fois. C'est illisible, et votre meilleur ami, c'est
ChatGPT ou pour les plus vieux, ou enfin old school d'entre vous, Stack Overflow. D'accord? Voilà. Ok. Donc voilà. Donc petite remarque, la fréquentation de Stack Overflow diminue tous les ans à cause de ChatGPT. Hein. Donc à un moment donné, Stack Overflow va finir par disparaître parce que ChatGPT fait mieux le boulot. Mais pour ce genre de questions, ChatGPT c'est exceptionnel. Ou OpenAI, enfin ce que vous voulez, votre animal de compagnie préféré, d'accord? Vous lui posez la question, vous dites comment on fait pour faire un graphique en 3D avec une nappe, un machin, avec des petits éléphants, une petite licorne sur l'axe des abscisses, il va vous le faire. D'accord, il n'y a pas de problème. ChatGPT, c'est faire ça très bien. Voilà. On est d'accord? Voilà. Les programmes que fournit ChatGPT, ils sont valides? Oui, parce qu'en fait, l'informatique est quand même grosso modo une grosse reproduction de processus, et donc pour le coup, là, ça marche. Alors, personnellement, moi, jamais je confierais un développement intégral à ChatGPT. D'accord? Il faut quand même vérifier. Hein. Ok. Voilà, les problèmes d'alignement sont quand même très forts, mais pour des programmes basiques en informatique, c'est quand même d'une très très grande violence. Autant en sciences, le truc c'est une blague, mais en informatique, c'est très 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 violent quand même pour le coup. Hein. Voilà. Donc vraiment, hein, si vous avez de la documentation à demander sur un module particulier ou un truc comme ça, une demande très précise et très technique, ChatGPT c'est la vie. Hein. Enfin, franchement, il va vous donner toutes les réponses. D'accord, voilà. Voilà. Tout simplement parce que c'est que du copier-coller en fait. Enfin, c'est pas mortel. Donc on est parti. Je continue avec ça. Donc ici, ces deux listes, je vais les appeler donc liste X et liste Y, pour être très original, d'accord. On les appelle ici liste X et liste Y. Alors, petite remarque, liste X et liste Y doivent avoir rigoureusement la même taille. Sinon, Python refuse de faire le boulot. Donc pour une fois que Python est précautionneux, c'est cool. C'est-à-dire que si vous avez un élément en trop ou un élément pas assez dans l'un des deux, Python va dire non, je suis désolé, je ne sais pas faire ça. Voilà. Donc au moins, Python ne choisit pas, fait pas une sauce à son truc, il veut pas. Donc attention, les deux listes. Doivent avoir Y, voilà. Donc liste X et Y doivent avoir la même taille. Petite remarque, pour les plus tatillons d'entre vous, liste X peut être un tuple et liste Y peut être une liste. La seule contrainte, c'est qu'ils aient la même taille. D'accord? Et que ce soit des objets itérables. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, deuxième point, c'est pas hyper compliqué. Donc on suppose que vous avez importé Pyplot comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Je l'ai effacé. Je t'écoute. Du coup, si par exemple X contient le tuple de éléments, Non. La liste X est constituée de tuple de éléments, comment ça fonctionne? Ça fonctionne pas. Avec la liste Y de même taille, ça fonctionne pas? Non, mais liste X ne contient pas des tuples. Liste X contient des nombres. Vous avez dit que liste X peut contenir des tuples. Non, liste X peut être un tuple. Pas la même chose, d'accord. Alors, en subtilité, liste Y peut contenir des tuples d'éléments, et auquel cas il va tracer deux courbes. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, si chaque élément de Y, c'est deux trucs, il va d'abord tracer la courbe avec les premiers éléments de chaque tuple, et ensuite la courbe avec les deux éléments de chaque tuple. Il va faire le boulot. D'accord? Moi, personnellement, tant que vous ne maîtrisez pas ce genre de subtilité, vous faites un truc propre, et vous faites plusieurs listes, et vous ne faites pas de questions. Il y a des trucs raccourcis, mais faites un... Enfin, voilà. En gros, pour moi, dès qu'on sort d'un cadre où c'est facile de deviner ce qu'il va faire, on ne le fait pas. Voilà, c'est simple. Sauf si vous avez vraiment l'habitude. Donc ici, liste X et liste Y, dans toute la suite, c'est une liste de nombres. Voilà. Flottant ou entier, comme vous voulez, mais en tout cas, une liste de nombres. On est parti, les deux listes doivent avoir la même taille. Donc on écrit ensuite. Et là, il y a un truc assez rigolo que vous oubliez tout le temps. D'accord? Donc vous écrivez d'abord PLT. Donc vous invoquez votre module PyPlot. La fonction pour tracer un graphique, c'est plot. D'accord? Et vous écrivez comme premier argument votre liste d'abscisses et comme votre deuxième argument votre liste d'ordonnées. Python va faire l'échelle tout seul. Vous pouvez, et il existe plein de façons de définir l'échelle. Je vous renvoie à ChatGPT pour ça. Voilà. D'accord. Si vous ne faites que ça, il ne fait strictement rien. Enfin, si, il trace la courbe, mais il ne vous la montre pas.
D'accord? Ce qui est vachement cool parce qu'en fait, ça signifie que vous pouvez enchaîner plein de plots pour superposer des courbes sur un même graphique. D'accord? Par ailleurs, si vous voulez montrer ça, vous devez écrire plt.show. Montre-moi le graphique que tu as fait. D'accord? Voilà. Si vous ne le faites pas, il va tracer des graphiques pour lui, mais il va les garder pour lui. Ce qui vous intéresse pas trop. Oui? Si on trace plusieurs PLP.plot, Il met... le PLP.show, il les affiche. Il les met tous sur le même graphique en se débrouillant pour la même échelle. Donc si vous enchaînez plusieurs plt.plot, ce que je vous recommande, c'est de garder toujours la même liste X. Et en général, c'est que vous avez tracé plusieurs courbes avec un paramètre qui change ou une connerie comme ça. Je t'écoute, Nice. Non, il y a des arguments possibles, mais vous n'en avez pas besoin. Voilà. Oui. Est-ce que c'est possible de dissocier C'est possible, ChatGPT est ton ami. Parce que là, pour le coup, il faut rentrer dans un autre pattern qu'on appelle des figures. Tu crées une instance de ce qu'on appelle une figure et tu fais un plot par sous-figure, ce qu'on appelle des subplots. C'est plus long. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est ça. Voilà. Non, encore une fois, je ne peux pas vous faire un cours complet sur Matplotlib. J'en ai pour 5 ans. D'accord? Donc, non. Et en plus, je connais rien. Enfin, je veux dire, c'est épouvantable, la doc. Enfin, ça fait l'épaisseur d'une encyclopédie, ce truc-là. Enfin, donc, non. ChatGPT est votre ami. Voilà. De ce point de vue-là. C'est pas toujours vrai. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, donc pour moi, c'est les deux fonctions que vous devez connaître. Plot, show. D'accord? Une fonction que j'aime bien et que je vous demande de remettre en fait, alors ce qui va se passer quand vous faites ça, c'est qu'à la fin, il va donc ouvrir une fenêtre pop-up à côté dans laquelle vous aurez votre graphique. Ce qui est chiant, c'est qu'une fois que cette fenêtre est ouverte, il va la garder comme fenêtre et tant que vous ne la fermez pas, si vous réexécutez votre programme, en fait, il ne va pas tracer les nouvelles courbes parce que en fait, cette instance du graphique bloque le tracé et la remise à jour. Donc, ça ne se remet pas à jour de façon dynamique. Donc, un truc que moi je fais pour éviter de rentrer dans les graphiques dynamiques, c'est en fait de mettre tout au début du programme. Je réponds à ta question, mais je finis ça. On ajoute au début du programme un truc que moi j'aime bien, qui est ça. Qui est plt.close et all. D'accord? Donc c'est une chaîne de caractères avec des guillemets autour. D'accord? Et ça va avoir le bon goût de fermer toutes les fenêtres qui ont été ouvertes par Pyplot avant. Donc en gros, quand vous exécutez votre forum, il ferme tout. Et ensuite, il réouvrira à la fin. Donc ça, c'est un petit confort parce que ça vous évite de vous dire « Merde, ça marche pas, pourquoi mon graphe, il n'apparaît pas ?» Parce que vous avez oublié une fenêtre au fin fond de votre programmation. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un confort. Donc en gros, celle-là n'est pas du tout obligatoire, mais moi, je trouve que d'un point de vue confort, c'est absolument génial. Parce que grosso modo, si vous avez des fenêtres déjà ouvertes, il va tout fermer. Voilà, et ensuite, il fera le boulot. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc je t'écoute. Pardon. Du coup, PLT.show, on a besoin d'ajouter une... Non, il n'y a pas de... Se ferme, la Ça se fermera au début du programme. Oui, mais si on laisse le programme activé et qu'on ne démarre pas PLT.show, on peut quand même le fermer. Oui, bien sûr, c'est une croix, mais sauf que tu dois l'ouvrir. Enfin voilà, et vu le nombre de fois où ça arrive, en ce qui me concerne, mais même pour vous, d'oublier de fermer la fenêtre, de recompiler le truc, de se rendre compte que merde, il n'a pas fait, et donc vous savez pas, enfin, donc voilà, c'est chiant quoi. Voilà, c'est juste pénible. Donc moi personnellement, je mets mon import et je mets ça juste après, comme ça je sais que, voilà, je repars sur un truc relativement propre quoi. Mec, je repars avec une cuisine rangée quoi. Salut. Donc ça c'est juste du confort. Donc, je suppose que votre niveau en anglais est suffisant pour comprendre l'intégralité des termes qu'il y a là-dedans. Enfin, si jamais vous ne connaissez pas ces mots-là, c'est que vous avez vraiment un niveau en anglais qui est désastreux. Hein. D'accord? Voilà. D'accord, voilà. C'est ça. Oui. Ouais, moi je le mets tout au début, alors soit après les fonctions, soit un peu quand tu veux quoi, mais avant que le truc fasse le boulot. Ou ça peut être même juste avant de faire ça. Comme ça, voilà. Ça, c'est une question d'organisation. C'est un peu comme tu veux. Moi, je le mets dans un coin où je peux l'oublier. Voilà. Donc, je vais vous montrer deux exemples. D'accord? Et on refera ça un peu en TD, mais vous allez voir que c'est pas extrêmement compliqué. On est parti. Alors, il y a un autre problème qu'il faut que vous connaissiez, c'est comment est-ce qu'on fait... oui, non, d'accord. Donc, je vais te faire un autre. L'idée est la chose suivante. Pour l'instant, je vais me limiter à des trucs relativement simples.
À savoir, dans la genèse de liste X, je vais me limiter à des entiers. D'accord? On verra à un moment donné ou à un autre comment on fait pour générer des listes. Oh, quoique je peux le faire. Je vais voir. Si j'ai le temps, je le fais. D'accord? Je fais des exemples pour l'instant. Et vous allez voir qu'en fait, le gros problème, c'est de générer la liste X, ce qu'on veut faire. D'accord? Si vous avez des entiers, c'est pas très compliqué. Si vous avez des flottants, vous ne savez pas encore faire. Ouais. C'était une question par rapport au flottant. Vous ne savez pas encore faire. Mais ça l'est. Alors, on y va. Exemple 1. Je vous montre vraiment comment ça marche. Donc là, j'ai créé un programme minimal complet. Je veux tracer la courbe représentative de la fonction qui est x aussi x carré sur, je ne sais pas, moins 20, 30, par exemple. Voilà. Donc, tracer de x associant x carré et de moins 20, 30 vers R. On est d'accord là-dessus? Voilà. C'est pas mortel. Donc, première ligne. On ne l'oublie pas. From matplotlib import pyplot as plt. D'accord, voilà. Plt.close. Voilà. Donc là, je mets ça au début, comme ça c'est fait. Voilà. Ensuite, je définis ma fonction. D'accord? Première étape. Donc ma fonction, je vais l'appeler f. C'est une fonction f de x. D'accord? C'est cette fonction-là. Qu'est-ce que j'écris pour définir cette fonction-là? Ouais, return. Ouais, x étoile étoile 2, hein, voilà, c'est pas la fonction la plus mortelle du monde. D'accord? Voilà. Donc ensuite, il faut que vous définissiez vos points. Alors quand vous serez en TV, par exemple, bah, la liste X, c'est simple, c'est les points de votre tableau. D'accord? Vous les rentrez à la main. Mais en général, donc ça c'est très chiant. Et en général, on ne fait pas ça. Donc moi, ce que je vais faire, par exemple, je vais... Ah si, mais je vais le faire comme ça, oui. Je vais donc essayer de faire 1000 points là-dedans. Alors... ça, c'est toujours un gag hyper pénible et vous avez de la chance d'être en MPSI MP puisque vous n'avez pas d'épreuve de simulation numérique en deuxième année. Donc, vous n'allez pas à vous prendre la tête pendant des siècles pour savoir si vous voulez 30 points ou 30 intervalles. D'accord? On est OK? D'accord là-dessus. On est d'accord que 30 points ou 30 intervalles, c'est pas la même chose. En fait, si vous voulez 30 intervalles, il vous faut 31 points. Donc, par exemple, il y a des gags. Si, par exemple, je veux aller de 1 à 10 et que je veux mettre... 10 points régulièrement... Non, si je veux aller de 0 à 10 et que je vais mettre 10 points régulièrement espacés, en fait, vous voyez que mes points ne seront pas espacés de 1, ils seront espacés d'un truc dégueulasse. Ça fait partie des trucs un peu pénibles. Donc, en gros, il y a plein de prises de tête sur le sujet. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je veux 1000 points, d'accord? Entre moins 20 et 30. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ce truc... Alors, si je veux 1000 points, ça veut dire qu'il me faut combien d'intervalles? 999, d'accord? Donc, et il y a toujours les prises de tête. Est-ce que je vais tracer 30 ou pas? D'accord? C'est toujours le même genre de gag. Donc, il y a plein de conneries. Donc, voilà. Donc, l'idée est la chose suivante. Ce que je vais faire, c'est... je vais définir un pas. Et mon pas, ça vaut tout simplement ma bande supérieure moins ma borne inférieure divisé par le nombre d'intervalles. On est d'accord? Voilà. Donc, en gros, ça va être 30 moins 20 divisé par 999. Donc ça, c'est mon pas. On est OK là-dessus? Voilà. Donc, petite remarque, hein, ça ici, c'est parce que vous avez 1000 points. Et ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va prendre un x0 qui vaut moins 20. Vous êtes d'accord avec ça? C'est mon point de départ, d'accord? Oui. Au niveau de l'indentation, le pas, il est un Non, c'est... Non, là c'est fini, ça. Enfin, on est vraiment au niveau 0, là. D'accord? Voilà. Et en gros, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais donc initialiser ma liste X. Alors, il y a plein de façons de faire. Là, je vais le faire comme ça. Je vais initialiser ma liste X et ma liste Y comme des listes vides. On est d'accord? Et ensuite, on est parti. Bah, je vais faire 1000 fois. Je vais faire un processus. On est d'accord 1000 fois? Puisque je veux faire 1000 points là-dedans. Donc, pour faire un truc 1000 fois, je fais comment? Ouais.
Hein 1000, ouais. Donc ça, je vous rappelle que si vous voulez faire un processus 1000 fois, faites for in range 1000 et vous allez faire 1000 fois le truc. D'accord? Si vous en foutez de la valeur de i, ça marche très très bien. Et là, c'est pas très compliqué. Bah, vous allez ajouter liste x, vous allez lui rajouter... Alors, je sais pas pourquoi je l'ai appelé x0, je l'ai appelé x, pardon. Vous rajoutez x. Qu'est-ce que je rajoute dans liste y? Bah, vous avez une fonction, donc vous rajoutez f de x directement. D'accord? Posez pas de questions, vous avez défini la fonction avant, donc c'est plutôt cool. D'accord? Et puis, vous n'oubliez pas d'incrémenter x du pas à chaque fois. D'accord? Donc, x plus égal pas. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Si vous faites ça 1000 fois, d'accord, vous allez bien tomber sur le bon truc. En tout cas, vous aurez bien 1000 points à l'arrivée. D'accord. Et le truc vaudra bien... alors, petite remarque, à la fin, il vaudra bien 980... Enfin, le dernier x que vous rajoutez vaudra bien 999 fois. Enfin, x0 plus 999 fois ça. On est d'accord? Parce que l'incrémentation de x se fait à la fin de la boucle for. Et donc, en gros, la millième fois où vous incrémentez, vous la mettrez pas dans la liste. Bon, on est d'accord? Il y a plein de façons de faire des choses différemment, hein, mais celle-là, elle marche. L'avantage de le faire comme ça, c'est que comment est-ce que tout le monde voit qu'on est sûr donc à l'arrivée que liste x et liste y ont la même taille? Vous êtes parti d'une liste vide dans les deux cas, et à chaque fois que vous avez rajouté un élément dans x, vous avez rajouté un élément dans y. Une autre façon de le faire, c'est de construire d'abord la liste x, et ensuite de reparcourir tous les éléments de la liste x et de rajouter dans liste y chaque fois. C'est un peu dommage, ça fait deux boucles for pour le même prix. Et voilà. Ouais. Qui est-il marqué en incrémentation? Plus égal pas. J'incrémente x du pas. D'accord. Donc, en fait, assez curieusement, ça, c'est la partie la plus compliquée. Parce qu'en fait, si vous avez pigé ce que j'ai écrit là-bas, maintenant que je veux tracer ça, qu'est-ce que je fais? Bah, alors, non, il faut quand même que je le... plt.plot liste x, liste y et plt.show. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe si on met plt.flow entre parenthèses et plt.plot liste x Ça n'a rien à voir. Show prend pas ce genre d'argument. Donc, voilà. Non, ça, c'est des procédures. Hein. C'est fais ça, fais ça. D'accord. Donc, il est possible que ça retourne un truc, j'en ai aucune idée. Ça se trouve, ça retourne rien. Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Peut-être un message d'erreur, une exception, une connerie, mais en tout cas, Show n'a aucune raison de prendre ça comme argument. Donc, vous voyez que la partie tracée de graphique est par contre toujours systématique. Okay. Voilà. Donc, bien entendu, quand vous aurez votre compte rendu de TP à faire, liste X, par contre, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez une liste de valeurs de X, une liste de valeurs de Y, vous les rentrez comme des débiles, vous n'avez pas ça à faire. Et puis, Sproch, vous mettez directement. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est, surtout parce que vous êtes français, séparer pas vous gourer entre les séparateurs des flottants et les séparateurs de la liste. D'accord. Ça, c'est des histoires des virgules et des points. Quand on est francophone, c'est un peu pénible. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Donc, les Anglais, ils n'ont pas de problème, mais vous, vous avez des problèmes. Voilà. On est d'accord là-dessus? C'est bon? C'est pas hyper compliqué. Alors après, ouais, on peut multiplier les exemples. Alors, donc, en fait, j'hésite à ce que je fais. Est-ce que je fais des multicourbes? Non, ok, je vais le faire ça. Alors, petite remarque. On peut générer automatiquement des listes de flottants. Donc en gros, plutôt que de se faire chier à faire ça et de calculer le pas vous-même, vous pouvez en fait faire quelque chose d'un peu plus rapide via le module. Et ça, c'est un module que vous allez croiser assez régulièrement, donc j'en parle dès maintenant. Et ce module s'appelle NumPy. D'accord? Alors NumPy, il est toujours importé de la façon suivante. Donc c'est pareil, c'est de la tradition, mais vous allez la respecter. Import NumPy as NP. D'accord? Donc NP, c'est le petit nom de NumPy dans la communauté pythonesque.
Voilà. Donc, alors NumPy, à l'instar de Matplotlib ou de Pyplot, contient une quantité surréaliste de fonctions, d'accord? C'est vraiment la bibliothèque de simulation numérique de Python. Mais aujourd'hui, il y en a deux dont je voudrais vous parler, qui sont les suivantes. Donc on est parti. On a en particulier... Alors la première fonction dont je vais vous parler, c'est une extension en fait de range. Vous vous souvenez de range? Range, c'est vous partez d'un point A jusqu'à un point B de temps en temps, tant que vous restez strictement inférieur à AB. D'accord? Je t'écoute. Import NumPy CNT, c'est ça? Non, ASNP, c'est toujours un aliasing. D'accord. As, c'est le mot pour alias, en tant que... Enfin, c'est de l'anglais, quoi. Donc, la première fonction, c'est imp.arange. D'accord? C'est comme range, mais il y a un A là. D'accord? Et en fait, la nomenclature de arange, c'est le suivant. C'est D, F, E. Donc, c'est la même nomenclature que range avec 3 arguments. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a une. D'accord? Et en fait, ce truc-là, qui renvoie... Alors, donc, arange, qui renvoie... une liste. Alors, en vrai, ça renvoie pas une liste, ça renvoie un tableau NumPy, mais c'est pas grave, d'accord? Pour vous, pour l'instant, c'est une liste, d'accord? Qui va contenir D, D plus E, D plus 2E, etc., etc., jusqu'à ce que vous, tant que vous restez inférieur strictement à F, d'accord? Donc là, ici, ça vous permet de définir le pas, qui est E, et le nombre de points, ce sera tout simplement F moins D. Alors, ce sera une bricole pas possible entre F moins D sur E plus 1, arrondi à l'entier inférieur, d'accord? Puisque c'est des flottants, a priori. Donc, le gros avantage de ça, c'est que vous pouvez mettre des flottants ici. Alors que dans Range, vous ne pouvez pas mettre de flottants, vous êtes obligé de mettre des entiers. Oui. Comment on peut transformer une qualité en large? Bah, ça, t'en sais rien. Alors, si tu as bien appris ton cours sur les flottants, ça n'a aucun sens. Ah oui. Parce que dire qu'un flottant est égal à un autre flottant en informatique, ça n'a pas de sens. Ok, je sais, ouais, c'est sûr. Donc en gros, tout ça, c'est des flottants. Donc ici, c'est... en fait, là, dire que A égale B en flottant, ça veut rien dire. D'accord? Donc c'est voisin de B à la représentation près. Donc ces trois trucs-là, hein, sont des flottants. On est d'accord? Arrête de plaindre. Oui. D, D plus E, D plus 2E, etc. etc. D'accord? Donc cette méthode-là, c'est celle qui vous permet de spécifier un point de départ, un pas et un point d'arrivée. Vous pouvez vous triturer les méninges pour que ça tombe pile poil sur le point d'arrivée pour autant que ça ait un sens. Voilà. Mais en général, vous dites voilà, je vais représenter sur l'intervalle 0, vaguement 10, tous les 0,01. Donc est-ce que vous allez finir à 10 ou à 9,99 ou à un truc un peu intermédiaire? Vous ne savez pas, mais dans le principe, ce sera ça. Le deuxième, c'est le contraire. Vous n'allez pas fixer le pas, mais vous allez fixer le nombre de points. Donc lui, il va s'arranger. Donc en gros, là, c'est pas très compliqué. Linspace, c'est le début, la fin, et n, qui est le nombre de points. Donc linspace, comme espacé linéairement. Dans une semaine, on va apprendre logspace, parce que forcément, on va faire des diagrammes de Bode. Donc on va faire des diagrammes de Bode, on aura besoin des échelles logarithmiques. D'accord? Donc voilà. Donc ce truc-là, ça vous retrouve un truc qui va être D. D plus. Alors ça va être D plus. Alors je vais dire une connerie. Alors F moins D sur. Alors il faut N points, donc c'est N moins 1 intervalle. Etc. etc. Donc là, en fait, grosso modo, il va calculer le pas lui-même, de telle sorte que vous ayez... En fait, non, je ne vais pas faire ça. D jusqu'à F comme ça, avec, entre les deux, N points. Voilà, ça va être plus facile. Donc c'est N points par N intervalle. D'accord? Donc vous aurez N-1 intervalle. On est d'accord?
ici, en termes de type, D et F sont des flottants. Et N, c'est un entier. Et cet entier doit être strictement plus grand que 1. Donc, je vais avoir au moins 2 points. Sinon, il sait pas quoi faire parce qu'il va diviser par N-1 pour faire le boulot. Et si N vaut 1, divisé par N-1, ça pose des problèmes structurels assez massifs. Voilà. Donc ces deux-là, c'est plutôt pratique si jamais vous voulez vomir votre liste X sans vous poser de questions, et en particulier pas vous prendre la tête avec ce genre de choses. Donc en haut, ça vous permet d'éviter cette partie-là. D'accord? Voilà. Oui. Non, pas plus N. Il va partir de D, il va mettre F à la fin, et il va s'arranger pour qu'il y ait N points régulièrement espacés. Comme ça. Il va faire le boulot à ta place. Voilà. C'est ce que j'ai fait là, en fait. Il fait ce que j'ai fait là. Ah non, mais vous, dans votre TP, vous allez remplir des listes comme des débiles. Hein. Enfin, vous n'avez pas demandé à Python de faire le boulot. Voilà. Je vous donne un deuxième exemple en utilisant ces trucs-là. En fait, on va faire exactement la même chose. D'accord? Mais je fais la même ou vous voulez qu'on change de fonction? Enfin, je peux faire la même, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche, quoi. D'accord? Je fais la même. Voilà. Donc, vous commencez par from mat plot lib import pyplot asplt. Ok, superbe. On n'oublie pas, import numpy as np. Voilà, donc vous avez tous vos copains. Comme d'habitude, je vais faire plt.close. Comme ça, je ne serai pas emmerdé dans mes tracés. D'accord? Ah bah tiens, on va faire un truc comme ça. Tiens, je vais faire ça. Je vais faire def carré de x. Return x carré, puis je vais faire def cube de x. Return x cube. Donc je définis deux fonctions. Vous allez voir comme ça, je vais faire les deux en même temps, ça va être génial. Voilà. On est d'accord? Je définis deux fonctions, une fonction cube, une fonction carré, qui retourne le carré et le cube. Hein. Pour l'instant, je réinvente pas la vie. Là. Et ce que je vais faire, c'est que comme j'ai deux... En fait, plutôt que de me faire chier avec ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais demander à NumPy de me générer une liste de points gentiment sur l'intervalle qui m'intéresse. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement liste x égale np point. Alors, en fonction de votre religion ou en fonction de ce qu'on vous demande, vous choisissez soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai tendance en général à prendre celle-là parce que je trouve ça plus naturel de dire que je veux tant de points dans cet intervalle-là plutôt que de dire je veux cet intervalle-là avec tel pas. Mais bon, c'est pas, il n'y a pas de quoi se tuer, quoi. Donc là, je vais prendre linspace et je veux aller de -20 jusqu'à 30. D'accord? Donc je mets -20, je mets 30 et je mets 1000 points. Voilà. Et là, il va faire le boulot tout seul comme un grand. Rien, c'est bon? Ok. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir tous mes... pardon. Je vais les appeler liste 1 et liste 2. Tiens, voilà, je vais changer un peu. Je vais dire que liste 1, c'est une liste vide et liste 2, c'est une liste vide. Oui. Ça change ma religion. Pourquoi vous n'aimez pas le bleu? Non, parce que là, par exemple, là-haut, on devine une liste. Ok, bah j'ai toujours fait ça. Ça fait 10 ans que je fais ça, mais violet, c'est vrai. Moi, ça me dérange pas, hein, il faut me le dire. Hein. J'ai créé du Python en bleu, mais je l'écris en violet. J'en étais où? Ok. Vous préférez le violet? Après, c'est peut-être juste que j'écris mal et que ça n'a rien à voir avec la couleur. Hein. Moi, je veux bien, hein, ça me dérange pas. Hein. C'est bon comme ça? Vous préférez le violet? Moi, je garde le violet, moi, je m'en fous. Hein. Faut juste me le dire. Donc, à partir de maintenant, les lignes Python sont en violet. Oui. On peut, oui, bah en fait, il va faire la conversion tout seul. Voilà, donc c'est ça. C'est comme d'habitude avec Python. Je peux continuer parce que là, il est l'heure et j'aimerais bien le finir, cet exemple. D'accord?
Donc, je vais dire que liste 1, c'est une liste vide, que liste 2, c'est aussi une liste vide. Donc, vous devinez ce que je vais faire. Dans liste 1, je vais stocker les valeurs de carré. Dans liste 2, je vais stocker les valeurs de cube. D'accord? Oui? Et si tu avais réalité dans la première Oui. ligne, il y a quelque chose? Non, non, c'est un résidu. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement ça. Vous vous souvenez de cette nomenclature, hein, je parcours toutes les valeurs qu'il y a dans liste X. D'accord? Donc là, il n'y a pas de range, il n'y a pas de len, il n'y a que dalle, c'est juste... Et ensuite, c'est pas très compliqué. Je l'ai appelé comment? Donc liste 1.append carré de x, liste 2.append cube de x. D'accord? Donc là, encore une fois, comme je mets ça dans une boucle for avec x qui parcourt toutes les valeurs de liste x, je suis sûr que liste 1 et liste 2 contiennent autant d'éléments que liste x au départ. Donc je suis content. Et donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de tracer les deux courbes sur le même graphique pour pouvoir les comparer, par exemple. Et donc ce que je vais faire, c'est relativement simple. plt.plot liste x, liste 1. plt.plot liste x, liste 2. Et bien sûr, qu'est-ce que je ne dois pas oublier? Un plt.show, parce que sinon il va faire le boulot. Alors vraiment, si vous ne faites pas ça, il fait le boulot, hein, ça va fatiguer la machine, il n'y a pas de problème, mais il ne vous le montrera pas. Voilà. Con, mais comme ça. Voilà. J'ai oublié une parenthèse ici. Donc en gros, si vous faites ça, vous allez avoir sur le même graphique le tracé de la courbe représentative de la fonction qui est x aussi x carré et la courbe représentative de celle qui est x aussi x cube sur l'intervalle moins 20, 30. Donc en général, quand vous tracez deux courbes sur le même graphique, je vous recommande fortement d'avoir au moins les mêmes x, d'accord? Histoire que vos graphiques ne soient pas complètement éclatés. En général, c'est ce qu'on fait. On prend le même intervalle de départ et on regarde ce qui se passe. Et vous n'avez pas besoin de spécifier ni les bornes d'arrivée, d'accord? Il va faire le boulot, il va faire un zoom qui fait bien le bordel, voilà, il fait ça bien, c'est bon. Oui, je t'écoute. Pourquoi ta source ne mettait pas le DLT.closefall en fait, je juste ça. Parce que je l'ai mis. Voilà. On est au clair là-dessus, c'est bon? Alors vous dites remarque, celui-là, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre ici. D'accord? Vous pouvez le mettre aussi ici, juste avant de faire le boulot. D'accord? Pas après, parce que si vous le mettez là, c'est très con. Hein. D'accord? Voilà. Ok, donc, le close, voilà, vous ne mettez pas le close après le show, parce que là, vraiment, vous allez vraiment faire tout le boulot. Genre, voilà, d'accord? Ça va pas marcher. On peut le mettre entre une plot et... Je vous recommande vraiment de le faire ici. Je ne sais pas ce qu'il fait dans close, s'il ferme juste la fenêtre ou s'il vide le cache. Si tu le mets là et qu'il est en train de vider le cache, il va t'afficher un magnifique truc vide. D'accord? Donc, voilà. J'ai trouvé ce truc-là un jour, mais le côté close all me fait soupçonner que ça doit être assez violent comme procédure, quoi. C'est genre, voilà. Donc, là au maximum. Voilà. On est d'accord là-dessus sur comment on trace des graphiques? Ça termine ce chapitre, enfin, cette espèce de micro-chapitre, d'accord, dans ces histoires-là. Et voilà. Donc, on reprendra l'algorithmique la semaine prochaine. Mais au moins, vous savez faire ça.